Monsieur Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi 3 décembre. 7 blessés, dont 2 graves après l'effondrement de la terrasse d'une maison à Faaa. Ces personnes ont chuté sur une trentaine de mètres. Nous reviendrons sur les circonstances de ce drame. Déshydratation, malaise, voire coup de chaleur. Pratiquer une activité physique sous un soleil intense n'est pas sans risque, même pour les athlètes les plus aguerris. Nous nous intéresserons aux dangers et gestes essentiels pour prévenir ces incidents. Elle a su se faire une place sur la scène polynésienne et même au-delà de nos frontières. La troupe Bel Canto interprète un répertoire classique et lyrique fortement teinté d'influences du fénois. 5 chanteurs s'envolent en Martinique pour un festival en fin de semaine. Vous allez les rencontrer dans quelques instants. Hier soir, la terrasse d'une maison de Pamatay Hills s'est effondrée. Les 7 personnes qui ont vu le sol se dérober sous leurs pieds ont chuté dans une pente qu'ils ont dévalée sur une trentaine de mètres. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes et responsabilités de ce drame. Nicolas Pérez, Veitiare Nauta. Il ne reste qu'un trou béant en lieu et place d'une terrasse couverte qui trônait au centre de cette villa flambant neuve du lotissement de Pamatay Hills. Hier soir, aux alentours de 20h, alors que 7 personnes dînaient sur cette terrasse, cette dernière s'est dérobée sous leurs pieds, les projetant 30 mètres plus bas. Heureusement, sans faire de victimes. Les stigmates de ce drame encore inexpliqué témoignent de la violence de l'accident. C'est vrai que c'était assez impressionnant, une chute d'un deck en bois qui a dévalé devant la maison. C'était impressionnant. J'espère que les victimes vont se remettre très vite. Et je pense qu'il faut regarder, il faut étudier qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On ne peut pas, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous en dire plus sur les faits de cet accident. Très ému, le lotisseur de Pamatay Hills exprime son soutien à la famille qu'il a pu contacter ce matin. C'est lui qui s'était chargé personnellement de la vente du terrain. Hier soir, ce sont les cris et un énorme vacarme qui avaient interpellé le voisinage. Une chaîne de solidarité et les moyens de secours se sont rapidement mis en place. Je tiens à saluer aussi l'intervention des pompiers de Faaa, Punaouia, la police municipale de Faaa qui était là en grand nombre. Et donc tout le monde a vraiment été très professionnel et j'ai senti une maîtrise pour faire tomber la panique. Les propriétaires de la villa ont été le plus lourdement touchés avec des fractures au niveau des côtes et des vertèbres. La gendarmerie a posé des scellés sur la maison sinistrée et le parquet a ouvert une enquête pour blessures involontaires. Les investigations permettront de comprendre les raisons qui ont conduit à l'accident, mais aussi de déterminer d'éventuelles responsabilités. On poursuit avec l'inauguration d'une deuxième ferme solaire, celle du groupe MOOX à Mataya. Cette centrale agrivoltaïque permettra bien sûr de produire de l'énergie propre, mais aussi d'être un site dédié à la production agricole bio et à l'élevage de moutons. Thomas Chabrol et Mireteato étaient sur place ce matin. Après l'or noir, Albert Moux investit dans une source d'énergie plus propre, celle de l'avenir, le solaire. Cette centrale agrivoltaïque s'étend sur 10 hectares pour une capacité de production de 10,7 MW crête en conditions optimales d'ensoleillement. Cette ferme permettra d'alimenter 5200 foyers en énergie renouvelable, mais surtout d'économiser 2 millions de litres de gasoil. C'est un peu le sens de l'histoire, vous voyez, que le sens de l'histoire que j'ai créé pour le groupe, pour remplacer les matières fossiles. Cette centrale agrivoltaïque est innovante par sa configuration et son utilité. En plus de la production d'énergie, des panneaux sont installés sur 3 serres de 700 m² pour faire pousser en dessous des légumes bio ou encore de la vanille. D'autres structures hautes laissent place à des plantations d'arbres fruitiers. Cette optimisation du foncier est d'ailleurs obligatoire dans le cahier des charges du prochain appel à projet. Il sera lancé en début d'année 2025. On espère voir d'autres projets de ce type. C'est vraiment un exemple. Là, ici, on a
finalement toutes les composantes des transitions qu'on veut mener, la transition énergétique d'un côté, la transition alimentaire de l'autre, avec cette combinaison d'agriculture basse, d'agriculture haute, d'élevage, enfin voilà, tout est là. Si à Taravao, une autre ferme solaire laisse de l'espace aux bovins, à Mataia, ces 9 hectares de panneaux solaires de taille basse servent d'ombrière cette fois à des moutons. Les bêtes pourront ainsi pâturer l'herbe. C'est le pari de ce projet, élever un cheptel de brebis et ouvrir la voie d'une filière ovine au Fénois. On va tester plusieurs génétiques de moutons pour voir lesquels sont les mieux adaptés. L'idée de tout ça, c'est par croisement successif d'obtenir à terme 300 animaux ici qui seront en capacité de maintenir toute la prairie. Une première race de moutons de Martinique avait été identifiée, mais à cause de problèmes sanitaires, impossible de les faire venir en Polynésie. Manasola regarde donc du côté de Heiau, aux Marquises, pour se procurer d'abord une quarantaine de moutons dès l'an prochain. Déshydratation et malaise, ce sont les risques les plus courants lorsque nous faisons du sport sous un soleil de plomb. Nous le voyons régulièrement lors de compétitions, même les sportifs les plus aguerris en sont victimes. Mais quels sont les dangers et les bons gestes à adopter? Élément de réponse avec Athéna Milka. C'est un des grands rendez-vous sportifs de l'année. Le championnat des crosses scolaires a rassemblé plus de 2000 jeunes athlètes de la CM1 à l'université et de tous les archipels ce mardi à Pirée. Même s'ils font partie des meilleurs de leur catégorie sur le territoire, ces coureurs ne sont pas à l'abri d'un malaise sous ce soleil de plomb. Aujourd'hui, on a les meilleurs et ceux qui sont le plus à même, je dirais, de courir dans des conditions telles que celle-ci. Il faut rappeler qu'il y a pas moins de 30 000 élèves qui ont participé aux crosses des sélectives depuis la rentrée de septembre jusqu'au mois de novembre. Et donc, c'était la période la plus fraîche et la plus à même pour ces élèves-là qui n'étaient pas forcément habitués à faire des crosses. Alors que si on faisait, tout le monde me parle de la période d'avril-mai pour faire le cross de Polynésie, c'est sûr que ça serait idéal pour tous ces coureurs sélectionnés, mais cela voudrait dire faire les phases de sélectives de janvier, février, mars, qui est la période la plus chaude de l'année, pas de vent, pas trop de pluie éventuellement. Donc ça ne serait pas raisonnable selon moi. Et en plus, ça serait se passer peut-être des élèves qui ont des examens. Pour prévenir les risques, on martèle les bons gestes. Bien s'hydrater, prendre un bon petit déjeuner, privilégier les zones d'ombre, s'habiller en conséquence et bien s'échauffer. Des brumisateurs ont été installés à l'arrivée et des fontaines mises à disposition. Les équipes de protection civile, accompagnées d'un infirmier, veillent également au grain. On a plutôt des malaises, des hydratations. Au moment où on voit que les coureurs ne se sentent pas bien, donc soit ils sont accompagnés à notre poste de secours, soit on les récupère sur le parcours. Quand ils arrivent vers nous, on fait un premier bilan, donc c'est-à-dire qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'il a. Donc ensuite on adapte notre conduite à tenir face à la situation. En général, sur cette moyenne d'élèves, une centaine sont prises en charge par les premiers secours. Mais le malaise peut parfois être de nature plus grave, notamment lors de compétitions de haut niveau. On parle alors de coups de chaleur. Donc le coup de chaleur, il faut savoir que c'est une sorte de fièvre gravissime avec des températures très élevées. On a des gens qui sont brûlants à plus de 39,5 au toucher, qui sont vraiment très déshydratés, qui sont vraiment secs au toucher et qui ont un comportement, une conscience qui sont tout à fait anormaux. On le reconnaît principalement comme ça. Donc c'est des gens qui présentent d'abord des crampes, des douleurs, des vomissements et puis qui évoluent très rapidement dans la gravité. Et ça, c'est très important pour nous secouristes, médecins, infirmiers, organisateurs, de savoir reconnaître ces signes et de savoir les traiter au plus tôt possible. En Polynésie, les coups de chaleur sont assez rares, contrairement au simple malaise. Le sommeil et l'alimentation sont des paramètres importants en amont d'une compétition. Il faut aussi et surtout apprendre à connaître son corps et ses limites. La nouvelle a été dévoilée ce matin. L'association Napapa Evao de Tapu Tapu Atea souhaite classer le triangle polynésien au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les membres de l'association, cette labellisation serait une reconnaissance de l'histoire des migrations et un moyen de rassembler les peuples du Pacifique. C'est un projet ambitieux mais pas impossible pour l'équipe qui est à l'origine du classement en 2017 du Marais de Tapu Tapu Atea. La première rencontre a eu lieu aujourd'hui. On écoute Richard Tuheyava, membre de l'association. Il est au micro de Jessica Doucet. Le classement du triangle polynésien, c'est un peu la vision finale de la démarche de départ, puisque c'est de classer finalement notre polynésianité dans l'histoire de l'humanité. C'est de classer l'océan au milieu comme finalement autoroute
de navigation et de connexion entre eux. C'est classer aussi tout l'immatériel et le patrimoine immatériel qu'il y a, que ce soit la navigation aux étoiles, que ce soit d'ailleurs les courants, tout ce qui est en fait rituel et protocole, généalogie, etc. autour d'une thématique qui va forcément séduire l'UNESCO au titre de la paix, l'éducation, la science et la culture. Ils partagent leur passion du chant sous toutes ses formes depuis près d'un an et les chanteurs de la troupe Bel Canto s'apprêtent à participer au Filao Festival en Martinique. Ils ont prévu de surprendre le public avec des adaptations audacieuses comme le dévoile ce reportage signé Laure Philibert. Ils sont 5 chanteurs lyriques et instrumentistes, tous portés par la passion du répertoire classique à la sauce locale. Les membres de la troupe Bel Canto sont les invités du Filao Festival, rendez-vous culturel qui fait la part belle à l'opéra. Les Polynésiens sont les seuls ultramarins à l'affiche. À quelques jours du départ, Laetitia Julien, Maïmiti Ladoire, Nathalie Villerenier, Heyar Ibouzi et Guillaume Matarere multiplient les répétitions. C'est Julien Leleu et Fabrice Falco qui nous invitent à leur festival Filao en Martinique. Donc ils connaissent le territoire, ils le connaissent bien, nous ont déjà entendu chanter plusieurs fois à Tahiti mais aussi à Paris. Et donc ils nous ont invités pour mener ce programme-là en Martinique. L'objectif, c'est de faire découvrir, d'emmener notre culture là-bas, mais aussi ce partage culturel, parce qu'on a quand même prévu une petite surprise pour le peuple martiniquais. On va chanter à la fin en créole, un air connu de là-bas. On sera le premier territoire ultramarin hors Caraïbes à participer à ce festival. Donc on est fiers de représenter la Polynésie là-bas. Le Filao Festival est le point d'orgue d'une année rythmée par les représentations pour la jeune troupe Bel Canto. Année débutée à l'Opéra de Paris pour les voix des Outre-mer, puis le festival Taste of Tahiti à Los Angeles et enfin l'émission Les meilleures chorales de France. En Martinique, Bel Canto espère faire voyager le public jusqu'au Fénois avec un répertoire classique comme les 6 nocturnes de Mozart revisités par Tapuar Ibarbos. Sur le territoire, on me connaît surtout pour cet instrument. Ça fait des années, plus de 30 ans que je joue du ukulélé, je suis assez connu dans le domaine et je veux montrer en Martinique que avec un instrument traditionnel de chez nous, on peut aussi faire du classique. J'espère justement découvrir un peu ce qui va se passer là-bas. Peut-être le fait de me voir jouer avec mon instrument là-bas, certaines personnes voudraient m'accompagner ou faire la même chose. Hormis la compagnie aérienne locale, les artistes manquent de soutien et s'autofinancent la plupart du temps lors des représentations extérieures. Ils espèrent fédérer encore davantage en 2025 tous les amateurs de chant. Et je vous emmène à Bora Bora où s'est déroulée une des étapes de la Hips League, une compétition dans le cadre du Heivai Tahiti. Une cinquantaine de danseurs et danseuses de Tahiti et de l'étranger se sont affrontés devant plus d'1 millier de spectateurs. Retour sur cette soirée exceptionnelle avec Tauhiti Tomniwamusan, image signée Atea Terorotua. Ils viennent de Tahiti, de France, du Japon, des États-Unis ou du Mexique. Et durant 2 heures, il fallait tout donner pour arriver en finale. Autant dire que l'exercice n'était pas facile pour les membres du jury, composé cette année des meilleurs danseurs et danseuses de Haut-Tahiti. Malgré des duels très serrés, chez les femmes, ce sont 2 Japonaises installées à Bora Bora qui remportent le titre face à 2 championnes américaines. Chez les hommes, Tahiti s'incline devant le Mexique, un pays où l'on compte plus d'1 millier de danseurs. Nous sommes très heureux d'avoir gagné le championnat. Nous sommes des danseurs 100% mexicains. Nous travaillons beaucoup et nous voulions montrer que le Haut-Tahiti se développe également au Mexique. C'était magnifique, vraiment un grand challenge pour moi. J'ai jamais dans la salle
Et pour compléter le tableau, Kalicia Taufa a reçu un prix pour sa prestation. Un Hips League en Polynésie, un rêve qui se concrétise pour Ken Carter à l'origine de l'événement Heiwai Paris. Une fierté également pour le maire de Bora Bora, choisi comme étape de la Hips League. Oui, quand on a créé le Heiwai Paris il y a 10 ans avec mon épouse Serena, moi, je lui ai toujours dit un jour, je reviendrai sur la terre de mes ancêtres, la perle du Pacifique, Bora Bora, la plage Matira, mon arrière-grand-mère. Donc c'est chose faite, ça y est, c'est du concret, c'est réel. Bon, je pense que le fait de décentraliser, de venir vers nous, surtout à Bora Bora, c'est un vrai bonheur pour nous. Je pense aussi que ça va attirer encore plus de monde ici à Bora Bora. La commune de Bora Bora a d'ores et déjà exprimé le souhait de renouveler l'événement l'année prochaine. On termine cette édition par la présentation de ce livre, intitulé « Un marquisien à Paris, tout abandonné pour vivre son rêve ». Il a été écrit par l'artiste, chorégraphe et chanteur Théo Sulpice. Il est certainement l'un des artistes polynésiens les plus connus dans l'Hexagone. Et cette autobiographie sort ce jeudi à Tahiti et le 10 décembre en métropole. Une séance de dédicace est prévue demain à partir de 14h à Odyssée. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas à Ciné Noui, Ramzi Malouki fera un focus sur Vaiana 2. Puis à 19h30, voyez un épisode de Koh-Lanta. On se quitte en images sur la prestation de la troupe Heivanui au Hura Tapeiru. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, à demain. Te